L'affaire qui suit relate des faits réels dont le déroulement est illustré par des reconstitutions. « 17 septembre 2005, 1h du matin, Soisy-sur-Seine dans l'Essonne. Dans un petit appartement de banlieue parisienne, le corps nu d'une jeune femme est retrouvé sous un lit. La scène du crime est la chambre de la victime. Élément troublant dans cette chambre parfaitement en ordre, le drap housse du lit a disparu. En théorie, un criminel peut réussir, peut parvenir à faire disparaître les traces et indices qu'il aura laissés sur le corps de sa victime. Toutefois, en pratique, c'est beaucoup plus compliqué que ça de parvenir à tout faire disparaître. Et nous, lorsque nous arriverons avec nos techniques d'investigation en matière de police technique et scientifique, nous parviendrons toujours à récupérer des indices non visibles à l'œil nu que l'auteur, dans la précipitation, la panique, aura oubliés. C'est-à-dire que la victime ne sera pas aseptisée comme lui l'aura souhaité. La section de recherche de Paris est saisie de l'affaire. Les enquêteurs arrivent sur les lieux à 1h45. La mère de la victime est présente. C'est elle qui a découvert le corps et appelé les secours. Audrey est sa fille aînée. Elle avait 24 ans. La police technique et scientifique gèle la scène du crime et se lance à la recherche d'indices. Des objets sont prélevés, des photos de la scène du crime sont prises. C'est le début de l'enquête. Lorsque l'on arrive, on est en face d'une chambre qui présente quelques signes de dérangement, mais pas de signes de lutte particuliers, mais bien évidemment d'un corps qui est en partie glissé sous le lit de cette chambre et d'une victime qui est complètement dénudée. Le corps présente des traces de strangulation assez prononcées et puis des hématomes un peu partout sur le crâne, le visage. Le corps présente des lividités cadavériques, il est froid. Effectivement, la mort d'emblée nous apparaît comme étant datant de plusieurs heures, voire plusieurs jours. Les premières constatations effectuées, le corps est transporté à l'hôpital d'Évry. Les enquêteurs continuent leurs investigations au domicile de la victime. Ils cherchent notamment à comprendre comment l'agresseur a pu s'introduire dans cet appartement. On recherche sur un appartement qui se trouve au 2e étage, soit des traces d'effraction au niveau de la porte principale, soit des traces d'effraction au niveau des fenêtres, ou des traces d'escalade. Et là, de fait, on n'en trouve pas, ni traces d'effraction, ni traces d'escalade. Donc, il n'y a pas énormément d'hypothèses possibles et plausibles. C'est soit la porte était ouverte et la personne a pu pénétrer, mais là, sur ce type de porte, c'est une porte sécurisée, c'est pas possible, puisque la poignée ne se trouve qu'à l'intérieur. Donc, les deux hypothèses qui restent, c'est soit une personne avait les clés et a pu pénétrer donc, à l'insu de la personne qui s'y trouvait, ou alors la personne s'est tout bêtement fait ouvrir la porte. Les gendarmes se demandent également comment l'agresseur a pu entrer dans cette résidence dont le hall d'accès est sécurisé. Devant la porte, un interphone filtre les arrivées en utilisant les lignes téléphoniques des résidents. Or, après examen des listings, les enquêteurs découvrent que personne n'a sonné chez la victime. Il ne reste plus qu'une solution pour qu'il puisse pénétrer dans l'immeuble, c'est qu'il soit muni d'un badge magnétique. Seuls les proches de la victime et les résidents sont normalement en possession d'un tel badge. Pour faire progresser leurs investigations, les hommes de la section de recherche réalisent une enquête de proximité. Le samedi 17 septembre, soit quelques heures après la découverte du corps, les premières auditions débutent. Toutes les personnes qui connaissaient Audrey Joannet sont entendues. Rapidement, nous recueillons parmi les occupants de l'immeuble plusieurs témoignages, dont 3 sont concordants et font état de cris perçus dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 septembre, entre 3h30 et 4h du matin. Ces cris semblaient provenir soit de l'intérieur de l'immeuble, soit de sa proximité immédiate. Parmi ces témoins, l'un d'entre eux habite au rez-de-chaussée.
Ces appels l'ont véritablement alarmé puisqu'il s'est levé, il s'est habillé, il a fait le tour du bâtiment et n'apercevant rien de particulier, si ce n'est de la lumière allumée au 2e étage de la résidence, il est rentré se coucher. Le fait qu'il nous précise que dans la nuit du mardi au mercredi, il y ait eu ces cris à 4 heures, pour nous est très important. Pourquoi ? Parce qu'il nous fixe un créneau pendant lequel ce crime aurait pu être commis. L'information est d'autant plus importante que la fenêtre éclairée désignée par ce voisin est celle de l'appartement de la victime. Les gendarmes continuent leurs auditions. Ils tentent maintenant de reconstituer l'agenda d'Audrey Joinet. Objectif, déterminer si la jeune femme a été aperçue vivante depuis les cris entendus le mardi soir. À 12h15, l'audition d'Aurélie, une des amies d'Audrey, débute dans les locaux de la gendarmerie. Elle leur apprend qu'elle a justement passé la soirée du mardi avec Audrey. Ils se sont quittés à minuit 45. Cette amie est partie, a quitté l'immeuble. Elles ont passé une soirée entre copines, tout à fait classique, à discuter, chatter sur Internet. Soirée au terme de laquelle elles avaient prévu de se revoir le lendemain, je crois, pour aller faire des courses ensemble. Mais le lendemain, Aurélie n'a pas réussi à joindre Audrey. C'est la dernière personne qui nous donne un signe de vie d'Audrey Joinet, puisque par la suite, elle ne sera plus revue et ne répondra plus au téléphone. Devant ce silence, les amis d'Audrey contactent le jeudi soir la mère de la victime. Madame Joinet a pris la décision de venir pour voir où était sa fille et ce qui lui était arrivé. Madame Joinet arrive à la résidence, elle va voir la voisine, elle parle avec la voisine, elle parle avec le gardien de l'immeuble, ils ouvrent la porte et ils cherchent Audrey partout dans l'appartement et ils ne trouvent rien. Madame Joinet se couche donc le soir dans son lit avec son compagnon et pendant la nuit elle se réveille et elle a une peur intense et elle a une vision, une sorte de vision. Elle revoit des cheveux blonds sous le lit quand elle a fouillé l'appartement dans la journée. Elle court dans la chambre et elle enlève les sacs qui sont posés devant le lit. Et lorsqu'elle enlève ces sacs, elle voit les cheveux qui dépassent. Elle se penche et elle trouve le corps de sa fille sous le lit. Au vu de ces premières auditions, tout laisse à penser que la victime a été agressée le mardi 13 septembre, soit 3 jours avant la découverte de son corps. Mais les enquêteurs ne disposent encore d'aucune piste. À 10h30, le dimanche 18 septembre, le corps de la victime entre en salle d'autopsie. Pendant ce temps, les enquêteurs continuent leurs auditions. Ils étudient la personnalité de la victime dans l'espoir de trouver un indice pouvant les mener jusqu'à l'agresseur de la jeune femme. Audrey Joinet est décrite comme une jeune femme dynamique, extravertie, agréable. C'est une fille qui est gaie, qui incarne la joie de vivre, qui est généreuse, qui aime les gens, qui est plutôt spontanée. C'est une jeune fille jolie, une grande blonde, charpentée, vraiment jolie. Elle nous est véritablement décrite comme une jeune fille sans aucun problème, sans aucune difficulté, sans aucun ennemi, sans aucune addiction particulière, aucune toxicomanie, aucune propension à quoi que ce soit d'illégal, de douteux ou de risqué. Non, elle nous est décrite vraiment comme une jeune femme sans aucun problème. Les enquêteurs écartent peu à peu l'hypothèse du crime commis par un proche. Les gendarmes élargissent alors leurs investigations à l'entourage moins immédiat de la victime. Et très vite, un événement leur revient en mémoire. Sur cette scène de crime, ils ont un individu qui est le gardien de l'immeuble, un certain Jean-Luc Caillez, qui est très présent, qui pose beaucoup de questions et qui les intrigue par son comportement. Il semble très gêné et il répète je suis mal, je suis mal. Il est pas bien. Il dit même je suis dans la merde. Il n'arrête pas de répéter ce terme, je suis dans la merde, je suis dans la merde, je suis dans la merde. Donc effectivement, la question naturelle qui vient aux lèvres des enquêteurs, c'est oui, mais pourquoi? Et là, de but en blanc, il informe qu'il est connu et qu'il est connu pour des affaires assez graves. Il a déjà été condamné pour des faits de viol, mais il a suivi volontairement un traitement de castration chimique et qu'à ce titre, il n'y a pas lieu de le soupçonner, même si on trouve ses empreintes à l'intérieur de l'appartement. Ça nous surprend d'autant plus qu'au moment où il évoque son impuissance, la castration chimique, le viol, on ignore encore si, oui ou non, Audrey Joinet a été violée.
quelqu'un qui nous parle de viol, alors que seuls, pour l'instant, les enquêteurs commencent seulement à penser qu'il pourrait éventuellement y avoir eu viol, effectivement, c'est une petite lumière rouge qui s'allume dans notre tête. Les gendarmes décident de s'intéresser au gardien, un célibataire de 48 ans. C'est dans ce contexte qu'à 12h30 le dimanche 18 septembre, les résultats d'autopsie tombent. Ce qui est très net, lorsque le corps va être autopsié, c'est qu'il y a une tache de putréfaction. Cette tache de putréfaction, classiquement, elle apparaît à la 48e heure. Donc c'est un élément très fort qui permet effectivement d'estimer l'heure du décès comme étant proche de 48 heures. Le corps a donc été retrouvé 2 jours après le décès. L'autopsie permet également de déterminer la cause de la mort de la victime. La personne est décédée par strangulation, c'est ce qu'on voit à l'examen du corps, avec effectivement l'empreinte d'un sillon. Le sillon correspond à l'application sur le cou d'un lien, le lien qui peut être multiple. Et dans cette affaire-là, on peut exclure un drap, on peut exclure un tissu fragile, si vous voulez. Le sillon que l'on constate est un sillon qui est assez profond, bien marqué, qui est plus en faveur d'un lien de type corde. En apprenant que la victime est décédée par strangulation, les enquêteurs approchent du profil de l'auteur. Un meurtre par strangulation, souvent, on va rechercher donc un homme, en général plutôt qu'une femme, parce que donc, le rapport de force est nettement favorable en règle générale à l'homme. L'examen du corps de la victime révèle aussi l'existence de traces caractéristiques. Lors de l'autopsie, on a trouvé des traces autres que celles liées à la strangulation. Il s'agissait essentiellement de lésions traumatiques caractéristiques au niveau des 2 poignets et au niveau d'une cheville, qui étaient des traces en faveur d'une contention, donc quelqu'un qu'on avait bloqué, qu'on avait immobilisé. On a trouvé au niveau des 2 mains des excoriations cutanées tout à fait caractéristiques de ce qu'on rencontre chez quelqu'un qui se bat, qui se défend, qui lutte pour garder sa vie. Et enfin, on a trouvé au niveau du visage, au niveau du front et au niveau des 2 tempes des lésions traumatiques qui résultent de coups donnés avec une grande force. Les lésions traumatiques qui ont été vues sur le corps de cette victime sont à faveur de coups et blessures donnés soit avec un objet contondant ou éventuellement des coups de poing, en particulier au niveau frontal. Dernière constatation, des traces de violence sexuelle. Les conclusions du légiste sont formelles, la victime a été violée. Dans cette affaire, du sperme a été prélevé. Ce sperme a été donc prélevé de manière rigoureuse et transféré dans un laboratoire d'identification en matière d'empreinte génétique. Pour les hommes de la section de recherche de Paris, cette nouvelle est importante. Ils espèrent que les analyses permettront d'établir un profil génétique du tueur-violeur. 4 heures après les résultats d'autopsie, l'enquête rebondit. Une ancienne habitante de l'immeuble est auditionnée par les gendarmes. Lors de cet entretien, elle fait une révélation concernant le gardien de l'immeuble. Son compagnon a surpris Jean-Luc Caillez en train de pénétrer dans leur domicile muni d'un double des clés qu'il n'était pas censé avoir. Et comme on ne sait toujours pas à ce stade de l'enquête comment est rentré l'agresseur au domicile d'Audrey, forcément, la question se pose, est-ce que Jean-Luc Caillez ne se serait pas procuré les clés d'Audrey pour rentrer commettre son forfait? Cet élément va avoir 2 intérêts pour nous. Le premier, c'est de nous faire apparaître comme évidence qu'il possède de manière connue ou inconnue des locataires des jeux de clés qui permettent de rentrer dans les appartements. Ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément, qu'il n'hésitera pas, quand il en a besoin ou quand il le souhaite, à rentrer dans les appartements à l'insu des propriétaires. Le témoignage de cette locataire ne fait qu'alourdir un peu plus les soupçons qui pèsent sur le gardien d'immeuble. Les auditions des habitants de la résidence mettent en lumière plusieurs faits troublants. Les enquêteurs ont maintenant de nombreuses raisons de s'intéresser à Jean-Luc Caillez. Il a omis de nous dire que ce fameux témoin qui nous situe le créneau du crime était passé le voir dès le lendemain pour lui demander des informations et savoir si lui-même, M. Caillez, avait entendu du bruit et s'il pouvait éventuellement se renseigner auprès des autres occupants. S'il n'y était pour rien, il n'y avait aucune raison qu'il nous le cache. D'autre part, il est en possession de clés lui permettant de pénétrer dans les appartements de sa résidence, y compris à l'insu des propriétaires.
Il est connu pour 2 affaires de viol. Il a un passé judiciaire chargé. À ce moment-là, le médecin légiste a découvert un sperme et donc un ADN dans le corps de Audrey. Et donc, il devient très intéressant d'interpeller Jean-Luc Caillez et de le placer en garde à vue pour ne serait-ce que confronter cet ADN au sien. Près de 42 heures après la découverte du corps d'Audrey Joinet, l'enquête progresse. L'autopsie démontre que la jeune femme a été agressée, entravée à l'aide de liens et violée. Les enquêteurs ont un suspect, un homme déjà condamné dans 2 affaires de viol et qui pourrait s'être procuré frauduleusement les clés de l'appartement de la victime. Pourtant, malgré tous ces éléments, les gendarmes décident de ne pas placer immédiatement leur suspect en garde à vue. Si Jean-Luc Caillez est pour quelque chose dans cette affaire-là, c'est manifestement un personnage expérimenté. Il connaît une garde à vue, il sait comment ça se passe, et il en connaît tous les ressorts. Il est donc en mesure de tenir face à des enquêteurs si on n'a pas d'éléments très concrets à lui mettre en face. Donc tout le travail qui va se dérouler entre le 18 et le 20, c'est d'accumuler un certain nombre de renseignements, le maximum, de manière à ce qu'on ait ensuite de la matière première pour tenir durant le temps de la garde à vue et contredire ses arguments. Le 20 septembre 2005, soit 3 jours après la découverte du corps d'Audrey Joinet, les enquêteurs estiment qu'ils en connaissent assez sur le personnage. À 9 h, ils se rendent chez Jean-Luc Caillez. Première impression, lorsque l'on arrive devant chez lui, puisqu'on le rencontre devant chez lui, à l'extérieur de son appartement, j'ai vraiment l'impression d'avoir affaire à quelqu'un d'un petit peu presque fanfaron, quelqu'un de très confiant en lui-même, avec le sourire, quelqu'un qui veut donner l'impression qu'il est sur son territoire, qu'il est dans son royaume et qu'en gros rien ne peut lui arriver. Évidemment, on ne va pas rester à l'extérieur du bâtiment, on va lui demander de rentrer à son domicile et on va lui notifier la garde à vue dans son domicile. Et là, ce qui est également très étonnant, c'est qu'il y a un changement complet d'attitude de sa part. Il est surpris, désarçonné. Et du coup, son attitude change radicalement. Il est moins jovial, moins agréable. Il est plus fermé. Il répond aux questions et se contente du minimum. Et là, on sent qu'il perd ses moyens et il commence à avoir un visage qui marque un petit peu la peur. Et on remarque même qu'il commence à suer même à grosses gouttes. Les gendarmes effectuent alors une perquisition de la loge du gardien, 3 heures durant. Ils ne trouvent absolument rien d'intéressant, en ce qui concerne l'enquête en tout cas, dans leur perquisition. Ils découvrent juste un livre qui s'intitule « L'étrangleur masqué ». Enfin, bon, tout le monde peut avoir ce livre chez lui, ça n'en fait pas un assassin pour autant. Hein. À midi, Jean-Luc Caillez est conduit dans les locaux de la gendarmerie. La garde à vue commence. Les enquêteurs demandent au gardien de raconter son passé, l'occasion pour eux de se faire une première impression. Il nous fait l'impression de quelqu'un d'assez bourru, je dirais, quelqu'un d'assez brut de décoffrage. Il a un aspect physique assez particulier dans le sens où il est de petite taille mais très trapu, très costaud, qu'il a les cheveux très blancs et il a une particularité, c'est qu'il lui manque certaines phalanges aux doigts de ses 2 mains. Et l'ensemble de ces éléments font qu'il a ce qu'on peut appeler une gueule, quoi. Il a une tête qu'on n'oublie pas. Jean-Luc Caillez est connu pour plusieurs faits. Il a été notamment à une époque de sa carrière légionnaire, il a déserté, donc c'était un des premiers faits pour lesquels il était connu. Il a été connu pour des faits mineurs, d'agression, de vol, etc. Mais surtout, il a dans son parcours judiciaire 2 faits importants, qui sont 2 viols, qui ont été commis, le premier en Essonne, pour lequel il a été condamné, de mémoire à 7 ans de réclusion, et pour le deuxième par la cour d'assises de l'Hérault, donc dans le secteur de Montpellier, pour lequel il avait été condamné de mémoire à 20 ans. Sur les 24 dernières années, Jean-Luc Caillez n'a passé que 3 ans en liberté. C'est manifestement un criminel d'habitude. Donc ça, c'est déjà quelque chose de relativement étonnant et particulier, puisqu'on peut avoir affaire à des récidivistes, mais des multirécidivistes, c'est quand même plus rare. On a affaire à entre guillemets, un sérieux client et ce qu'on appelle entre nous un vieux cheval sur le retour, quoi. Les enquêteurs ont en face d'eux un homme dangereux. C'est ce que révèle son parcours criminel et les expertises psychiatriques réalisées pour ses 2 précédentes affaires de viol. Jean-Luc Caillez est presque le psychopathe au sens américain, c'est-à-dire une personnalité antisociale qui n'intègre pas les règles, qui est capable de se servir quand il a envie de voler, qui est capable de se servir sur le corps de quelqu'un quand il a envie de tirer un coup. Il fonctionne en écoutant d'abord sa pulsion.
Il cherche avant tout à retrouver le calme d'une certaine façon. Quand il est tendu par un besoin, eh bien, il se sert. Quand il est mal, il faut qu'il fasse quelque chose pour en sortir. Il ne peut pas déprimer, par exemple, en sortir en ayant intégré en lui, par voie mentale, un traitement de l'émotion. Pour les experts, Jean-Luc Caillez est un psychopathe, mais pas seulement. C'est aussi un pervers, c'est-à-dire non seulement quelqu'un qui a besoin de décharger ses tensions sans tenir compte des autres, mais quelqu'un qui, plus subtilement, prend son désir pour la réalité et en fait la loi. Et donc pour lequel tout doit être au service de cette pulsion. Il en prend un peu conscience quelquefois, mais il est dans un semblant de lutte avec lui-même. Il n'y a pas de barrière légale interne. Il y a, si c'est possible, fais-le. Et si c'est défendu, pourquoi c'est défendu? Pourquoi je ne le ferai pas? Les psychiatres confortent les enquêteurs dans leurs soupçons. Jean-Luc Caillez a le profil de l'agresseur de la victime. Dans les locaux de la gendarmerie, l'interrogatoire continue et se fait plus précis. Je dirais que l'ambiance dans laquelle se déroule cette garde à vue, l'atmosphère, est plutôt bonne, plutôt détendue. On ne sent pas d'animosité ou d'agressivité excessive de M. Caillez envers nous. Pour autant, dès lors qu'on commence à aborder le vif du sujet, ses relations avec Audrey Joannet, on sent bien qu'il est réticent. On sent qu'il a une très franche volonté de passer très vite dessus et qu'on ne s'y attarde pas. Les enquêteurs veulent des réponses. Ils insistent. Et très vite, ils ont l'impression que Jean-Luc Caillez a préparé sa ligne de défense. De son propre chef, il va nous dire qu'il a demandé à subir une castration chimique. Et que cette castration chimique a fonctionné et qu'elle l'empêche de fait d'avoir toute relation sexuelle, y compris depuis sa remise en liberté. Donc là, on a l'impression qu'il tente à l'avance de nous couper l'herbe sous le pied et de devancer les questions et les arguments qu'on va pouvoir lui opposer. Il a réponse à tout, c'est-à-dire qu'à chaque fois que les gendarmes lui avancent un élément, il a l'explication. Et puis il n'a pas peur de la garde à vue, il sait ce que c'est, il a des heures de vol. Méfiants, les enquêteurs vérifient les affirmations du suspect et se renseignent sur les traitements de castration chimique. Renseignements pris auprès du laboratoire qui fabrique le médicament, les effets de ce médicament sont très rapidement réversibles au bout de 3 à 4 semaines. Or, M. Caillez a cessé de prendre ce traitement depuis de nombreuses années. Les gendarmes sont maintenant persuadés que le gardien leur ment. Mais ils restent confiants. En début de garde à vue, ils ont réalisé un prélèvement ADN de leur suspect. Et ils savent que d'ici quelques heures, le laboratoire d'analyse aura fini de comparer le profil génétique du violeur à celui de Jean-Luc Caillez. Si c'est positif, il n'y aura plus de place pour les mensonges. La comparaison de l'ADN qui a été découvert sur le corps d'Audrey et de l'ADN de la personne qu'on a en garde à vue, de M. Caillez, pour nous, c'est quelque chose de primordial et c'est quelque chose que l'on attend avec impatience, puisque nous, enquêteurs, à ce moment-là de la garde à vue, on est renforcés, encore une fois, dans notre sentiment qu'on a bien affaire au coupable, mais on n'a pas d'éléments tangibles à lui opposer et encore moins à fournir à la justice. Les gendarmes ont tout misé sur les résultats des expertises ADN dans le délai de la garde à vue. Là, c'est la catastrophe pour les gendarmes, parce que le sperme retrouvé sur place n'est pas celui de Jean-Luc Caillez. À notre grande surprise, l'ADN de Jean-Luc Caillez ne correspond pas à l'ADN qui a été découvert sur Audrey Joannet. Donc là, effectivement, pour nous, c'est un coup de massue. Ça veut dire qu'ils sont peut-être en train de se tromper, que c'est peut-être pas lui, qu'ils se sont peut-être emballés parce que Jean-Luc Caillez est connu des services de police pour des viols, parce qu'il est le gardien, parce qu'il avait les clés, et peut-être qu'ils se sont affolés et qu'en voulant résoudre à tout prix cette histoire, ils sont allés trop vite. Et là, ils prennent ça en pleine gueule. La première réaction que l'on a, c'est d'être abasourdi, parce que notre conviction était faite. Pour nous, c'était Caillez qui était l'auteur de ces faits, ou en tout cas le principal suspect. Cette expertise génétique change la donne. Le directeur d'enquête doit établir une nouvelle stratégie pour résoudre cette affaire. Après avoir reçu ces résultats et encaissé le premier choc, je décide d'organiser une réunion avec tous les enquêteurs qui ont travaillé sur le dossier, et en particulier ceux qui sont en charge de la garde à vue,
auquel je demande de faire un temps de repos, de mettre Jean-Luc Hayez en pause. Les échanges qui ont lieu à l'occasion de cette réunion permettent de faire ressortir unanimement la conviction de tous que Jean-Luc Hayez nous cache quelque chose. On a quand même ce sentiment très fort qu'on a forcément affaire au bon, qu'il y a trop de choses, trop d'éléments qui s'accumulent contre lui. Il est donc décidé de poursuivre la garde à vue pendant quelques heures. On se donne une limite longue de quelques heures. Mais de toute évidence, il sera indispensable de le remettre en liberté, à défaut de résultat, en fin de soirée. À 16 h, malgré le résultat négatif de la comparaison d'ADN, la garde à vue de Jean-Luc Hayez reprend. Cette reprise de garde à vue, ce deuxième interrogatoire, pour nous, est particulièrement difficile à appréhender et difficile à faire. Pourquoi ? Parce que d'une part, l'élément de preuve que l'on attendait n'est plus là et ne sera jamais là. Et d'autre part, on sait donc qu'il ne nous reste que 4 heures pour tenter de le faire craquer, si tant est qu'il ait quelque chose à nous dire. Les enquêteurs veulent mettre toutes les chances de leur côté pour ce nouvel interrogatoire. Ils obtiennent une aide très particulière. Et ce que le suspect ignore, c'est qu'en secret, une autre unité de la gendarmerie est présente, une unité d'élite. On a bénéficié à l'époque du concours d'une unité qui était une unité embryonnaire et expérimentale qui s'appelle le groupe d'analyse comportementale. C'est une unité mixte qui a été mise en place depuis un certain nombre d'années par la gendarmerie, qui est composée à la fois d'enquêteurs très expérimentés, de gens qui ont une longue pratique de la police judiciaire, et puis de psychologues, pour s'intéresser à la manière dont se comporte l'individu qui est placé en garde à vue, à sa réaction, à ses réactivités aux différentes questions qui lui sont posées. Et à partir de ça, ils orientent, ils conseillent les enquêteurs qui sont en charge de la garde à vue. Les membres de cette unité s'aperçoivent vite que Jean-Luc Hayez réagit très particulièrement lorsque les enquêteurs évoquent sa mère. Ils en informent leurs collègues. Ces derniers tentent leur chance. On va lui dire très clairement que sa mère est entendue, ce qui déjà va le mettre très mal à l'aise. Et que d'autre part, sa mère nous a très clairement dit qu'il appelait la victime par son prénom, Audrey. Et on va lui dire, attendez, ça c'est pas normal, ça on n'appelle pas quelqu'un comme ça par son prénom sans avoir un lien. Et ça c'est votre mère qui nous le dit, quoi. Et là, le fait qu'on appuie sur le bouton de sa mère, il s'est arrêté, il s'est véritablement arrêté, il s'est pris la tête dans les mains. Mais ça a duré 10-15 secondes, mais ça paraît vraiment interminable, quoi. Et il se redresse, il va nous regarder droit dans les yeux et il va nous dire c'est moi qui l'ai tué. Et là, en quelques secondes, il est passé d'une attitude de dénégation à un aveu complet. Je pense que le poids est trop lourd à porter, tout simplement, et que d'une façon ou d'une autre, il a envie, même si cela déplaît à certains, de soulager sa conscience, tout simplement. Jean-Luc Hayez, en tant que gardien d'immeuble, connaît parfaitement les us et les coutumes. En tant qu'homme de confiance de la plupart des locataires, il sait qui possède les clés de quels appartements. Et notamment, il sait qu'une des voisines de l'appartement de Madame Joannet possède les clés de l'appartement de Madame Joannet pour le cas où un jour elle en aurait eu besoin. Il avait les clés de cette locataire, donc il est rentré chez cette locataire, il a pris les clés d'Audrey, ce qui lui a permis de rentrer chez elle après. À 4 h du matin, le gardien passe à l'acte. Il monte à pied pour éviter de faire du bruit avec l'ascenseur et se présente devant la porte d'Audrey. Il introduit sa clé dans la serrure et ouvre la porte. Ce que n'a pas prévu Jean-Luc Hayez, c'est que l'entrebâilleur est mis sur la porte. Et donc quand il tente d'ouvrir la porte reste coincée par l'entrebâilleur. Et c'est Audrey qui, pensant sans doute qu'il s'agit de sa maman, qui arrive à l'appartement, retire l'entrebâilleur. Elle reçoit la porte et le corps de Jean-Luc Hayez, emporté par son élan, qui l'entraîne vers le sol. Elle chute violemment, elle se heurte la tête contre le sol. Audrey Joannet est surprise, visiblement. D'après Jean-Luc Hayez, elle pousse un cri. Et c'est sans doute ce cri que 3 habitants de l'immeuble ont entendu aux alentours de 4 h du matin. Jean-Luc Hayez entrave les poignets de sa victime à l'aide de liens en plastique. Il la traîne par les cheveux, il l'emmène jusqu'à sa chambre, il va tenter de la violer.
à plusieurs reprises, mais il n'y parviendra pas. En tout cas, c'est ce qu'il déclarera. Et ça dure jusqu'à 6h, 6h15 du matin. En salle d'interrogatoire, les enquêteurs écoutent Jean-Luc Caillez. Brutalement, le suspect stoppe sa narration. Il va nous dire, avec presque de la fierté, avec une lueur dans les yeux, une lueur presque de domination dans les yeux. Bon, allez les gars, pour vous, quand est-ce qu'elle est morte et où? Donc de fait, nous, rentrant, on est bien obligés de rentrer dans son jeu pour essayer d'obtenir le maximum d'informations. Et on va lui répondre, écoutez, pour nous, elle est morte dans la nuit du mardi au mercredi aux alentours de 4h du matin, et elle est morte à son domicile. Et là, on sent qu'il a un sourire qui s'esquisse sur son visage, il a cette jubilation dans les yeux, et il nous dit non, elle n'est pas morte du tout quand vous pensez, elle n'est pas morte là où vous pensez. Et là, on sent qu'il jubile, il jouit presque d'être le seul à détenir ces informations et de pouvoir, entre guillemets, nous montrer sa supériorité. Les gendarmes découvrent alors toute la réalité de ce crime sordide. Il va bander les yeux d'Audrey avec un pull qu'il va trouver sur place et il va la redescendre, toujours sous la menace de son fusil, dans sa loge. Il va la faire rentrer dans sa loge, il va lui retirer donc le linge qu'il lui a mis autour des yeux. À partir de ce moment-là, on peut dire qu'il a signé définitivement l'arrêt de mort de sa victime. Pourquoi? Parce que, évidemment, elle comprend tout de suite où elle se trouve. Lorsque Audrey Joinet est descendue dans sa loge, elle est libre de ses mouvements, elle peut regarder la télévision, elle peut demander à manger et il lui fait à manger. C'est une journée qui se passe en bonne entente avec sa victime. Alors, nous savons que ces allégations sont fausses parce que Audrey était une jeune fille très combative, pleine de vie et qui aurait crié, qui se serait débattue, qui n'aurait jamais accepté de passer ne serait-ce que 3 minutes en compagnie d'un... Il a passé cette journée comme ça, et d'un seul coup, les réalités brutales lui reviennent en pleine figure. Et il se dit, mais j'ai pas d'autre choix que de la tuer. Si je la laisse vivante, c'est la prison. Alors à ce moment-là, il va l'attacher sur une chaise, il va la bâillonner, il va aller chercher une corde à sauter, il passe derrière elle, et il l'étrangle. Et là, on a un moment un petit peu terrible dans cette garde à vue, c'est que lorsqu'il nous raconte cet épisode, lorsqu'il nous raconte comment il va la tuer, lui-même va nous dire ça a pris un temps infini, c'était atroce. À la nuit tombée, Jean-Luc Caillez remonte le corps de sa victime chez elle. Lorsqu'il arrive avec le corps d'Audrey dans son appartement, il va la redéshabiller, il va la laver afin d'effacer toute trace de son propre ADN. Transpiration essentiellement. Et après, il va se livrer à quelque chose d'hallucinant. Alors qu'il s'apprête à cacher le corps de sa victime sous son propre lit, le gardien sort une seringue de sa poche. 15 jours auparavant, il a fait les poubelles de l'immeuble à la recherche d'un préservatif usagé. Puis il a prélevé le sperme à l'aide d'une seringue. Cette seringue est ensuite restée au congélateur en prévision du meurtre. Jean-Luc Caillez avait tout prévu. Ce jeudi 15 septembre, il saisit la seringue et injecte son contenu décongelé dans le corps de la victime. Il espère ainsi faire porter la responsabilité de ce crime à un innocent. Il prend soin d'effacer l'ensemble des traces qu'il a pu laisser au domicile d'Audrey. Il se saisit notamment de tout ce qui a pu être en contact avec son ADN au domicile d'Audrey, notamment des draps. Et il va faire l'inverse à son domicile, c'est-à-dire que tout ce qui a pu être en contact avec Audrey, notamment le rasoir avec lequel il l'a rasé, les draps du lit dans lequel il l'a fait s'allonger, les têtes d'oreiller, enfin tout ce qui a pu être en contact avec elle, il va s'en débarrasser. Les enquêteurs savent maintenant comment s'est déroulé ce crime. Par les aveux de Jean-Luc Caillez, ils découvrent également les limites des expertises génétiques dans le cadre des enquêtes judiciaires. Cette enquête de l'affaire Jean-Luc Caillez démontre très clairement que l'ADN n'est pas la reine des preuves, contrairement à ce qu'on a pu entendre pendant un certain nombre d'années. Et que tout élément d'ADN doit être confronté par une investigation de la part des enquêteurs. Ça veut dire que si on trouve un ADN sur une scène de crime, ce qui est quand même très courant aujourd'hui, il est important, si vous voulez, qu'on puisse démontrer que l'ADN
correspond bien à l'auteur du crime et pas simplement un ADN qui a été récupéré et mis sur la scène de crime. Une empreinte ADN sans enquête, c'est le risque de commettre une grosse bêtise judiciaire. Les enquêteurs veulent vérifier les déclarations de Jean-Luc Caillez. Ils lui demandent où sont les sacs contenant ses affaires et celles de la victime. Ce matin du 21 septembre 2005, le gardien mène les gendarmes en bord de Seine. Suivant ses indications, des plongeurs découvrent plusieurs sacs. Dans ces sacs sont retrouvés notamment les draps qui ont été enlevés par Caillez du lit de la victime, de son propre lit, une housse de couette, des têtes d'oreiller. On retrouve également des liens plastiques qu'il a utilisés pour immobiliser sa victime. On retrouve des vêtements de la victime, notamment ceux qu'il avait utilisés également pour la bâillonner. À partir de l'instant où on retrouve des preuves matérielles, on peut dire qu'effectivement le dossier est solide, très solide, et qu'en plus de ses aveux, Caillez nous amène également des preuves. Et non seulement nous avons des preuves, mais c'est lui qui nous a amenés aux endroits auxquels on peut découvrir ces éléments. Ce qui prouve bien qu'il est l'auteur des faits et que c'est lui qui a amené ces éléments de preuve là où on les a découverts. Après 4 jours d'enquête, les gendarmes savent que le meurtre d'Audrey Joinet a été perpétré par Jean-Luc Caillez, le gardien de l'immeuble, un multirécidiviste. Armé d'un fusil à canoncier et cagoulé, l'homme a accompli son crime avec minutie, allant même jusqu'à polluer la scène du crime dans l'espoir de faire condamner un autre. Le 22 septembre 2005, Jean-Luc Caillez est mis en examen pour l'enlèvement, la séquestration, le viol avec torture et acte de barbarie aux récidives légales et le meurtre d'Audrey. Il est écroué à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Les investigations ne s'arrêtent pas pour autant. Jean-Luc Caillez ne reconnaît pas tous les crimes pour lesquels il est mis en examen. Pendant l'instruction, l'enquête continue. Dès le début de l'instruction, il reconnaît avoir donné la mort, il reconnaît les agressions sexuelles et il reconnaît la séquestration. Il va nier effectivement le viol et les actes de torture et de barbarie. Il veut bien reconnaître être l'auteur d'un homicide parce qu'un homicide, il pense pouvoir le justifier par un coup de folie, par ce qu'on pourrait appeler un réflexe pour ne pas retourner en prison. Néanmoins, reconnaître être l'auteur d'un viol, alors qu'un viol, c'est vraiment dans la hiérarchie du crime, c'est ce qu'on trouve de plus vil, de plus bas. Et puis reconnaître avoir été violent envers une femme pour un homme comme lui, pour un homme qui dispose d'une force physique importante et qui a un physique imposant et impressionnant, pour lui, ce genre de fait, pour son image et son ego et l'image qu'il peut renvoyer aux autres, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Jean-Luc Caillez est quelqu'un qui est quand même relativement simple dans le raisonnement. Je suis accusé de faits graves, je les ai reconnus, qu'on me laisse en paix pour le reste. Premier élément, à mon avis, de son raisonnement. Deuxième élément, par rapport à moi-même, c'est peut-être me protéger, peut-être protéger ma mère ou mon entourage, de ne pas reconnaître ce qui aggrave encore et qui donne une coloration plus inhumaine de mes actes. Mais les résultats d'autopsie sont formels. Le corps de la victime porte des traces de violence sexuelle. Pourtant, Jean-Luc Caillez nie avoir violé Audrey Joinet. L'argument principal qu'il avance pour nous expliquer ne pas avoir violé sa victime, c'est qu'il dit être incapable d'avoir une érection. Donc sa logique est la suivante, je n'ai pas d'érection, donc je ne peux pas effectuer d'acte de pénétration à caractère sexuel. Lors de sa précédente incarcération, Jean-Luc Caillez a suivi à sa demande et pendant 18 mois un traitement de castration chimique. La castration chimique, elle supprime les hormones. Les hormones agissent sur le désir et sur la capacité sexuelle d'érection. On supprime les hormones, on supprime l'érection d'abord et en grande partie aussi la libido, le désir de se servir de ce sexe qui ne marche plus. Jean-Luc Caillez affirme que ce traitement, qu'il a arrêté depuis plusieurs années, l'aurait rendu définitivement impuissant. Le gardien serait incapable d'avoir des relations sexuelles. Théoriquement, ce traitement est efficace aussi longtemps qu'on le poursuit et il est réversible quand on l'arrête. Dans la pratique, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que la réversibilité, on a au bout d'un certain temps une involution, c'est-à-dire une régression des organes même, qui fait que la capacité à produire la testostérone disparaît.
Pour déterminer la réelle capacité sexuelle de Jean-Luc Caillez, le juge d'instruction ordonne une expertise urologique. Le 19 juin 2006, à 8h30, l'examen médical débute. Ça consiste à injecter une substance provoquant une érection. Et là, il faut dire aussi que les résultats de l'expertise étaient tout à fait ambigus et que personne n'a vraiment été convaincu du fait qu'il pouvait en avoir ou pas en avoir. D'après l'expert, l'érection était suffisante pour permettre une pénétration pénienne, ce à quoi Caillez prétendait d'une part que ce n'était pas suffisant et que d'autre part cette érection était obtenue dans des conditions médicales avec injection et que lorsque les faits ont été commis, bien évidemment, il était dans une situation psychologique et humaine totalement différente. Le suspect continue de dire qu'il est impuissant. C'est alors qu'un nouveau résultat d'expertise vient un peu plus le pousser dans ses retranchements. On trouve du sperme de Jean-Luc Caillez sur le drap qu'il a jeté dans la Seine. Donc il est évident qu'il a eu au moins une éjaculation, au moins un rapport sexuel. Face à ce nouvel élément à charge, Jean-Luc Caillez change sa version des faits. Il reconnaît avoir imposé à sa victime une masturbation et une fellation. D'un point de vue juridique, le viol est reconnu. Pourtant, Jean-Luc Caillez persiste à nier tout autre acte de pénétration sur sa victime. Pour les experts psychiatres, cette impuissance physique de Caillez pourrait être à l'origine du meurtre d'Audrey. Par 2 fois, Jean-Luc Caillez viole dans une séquence qu'on pourrait dire, sinon normale, entre guillemets physiologique. Il y a une érection, une pénétration, une éjaculation. Et après, comme beaucoup d'animaux, il va dormir. Ou en tout cas, il se désintéresse un peu, l'agressivité est tombée. La 3e fois, outre le fait qu'il a ruminé cette espèce de besoin pendant plus longtemps, en pesant peut-être les risques, il n'arrive pas à avoir l'érection qui lui permettrait de pénétrer. Et il va insister, il va essayer de trouver des stratagèmes, demander une masturbation, il va faire descendre la victime chez lui parce qu'il n'a pas réussi à conclure en haut. Et il va l'enfermer pour attendre que le miracle se passe et qu'il réussisse à être puissant. À la fin, lorsqu'on n'a pas pu posséder l'autre dans la relation sexuelle, il lui reste de le posséder pour de vrai, de s'emparer en totalité du corps, de la vie, finalement de tuer. Le violeur n'ayant pu posséder physiquement Audrey, sa 3e victime, il serait devenu un tueur. Chez Jean-Luc Caillez, la pulsion sexuelle est liée à une pulsion d'emprise violente beaucoup plus ancienne. Mais elles se sont déchargées ensemble. Et les 2 premières fois, quand il a pu éjaculer dans le viol, il avait éteint aussi la pulsion agressive. La 3e fois, il nous dit qu'il n'a pas d'érection et qu'il n'a pas de satisfaction sexuelle. Et malheureusement, la pulsion violente reste seule. Et outre le fait de ne pas être pris, on peut craindre que ça ait joué un rôle dans le meurtre. L'instruction touche presque à sa fin. Avant de clore son dossier et de renvoyer Jean-Luc Caillez en jugement, le juge cherche à déterminer si le suspect s'est livré à des actes de torture et de barbarie sur sa victime. Il est apparu dès le début de l'enquête que Jean-Luc Caillez avait eu avec Audrey Joannet des actes qui dépassaient la simple pénétration sexuelle qui est réprimée par le viol. Il a joué avec son corps, et nous le savons par un ensemble de faits objectifs, mais notamment celui dont on peut parler, c'est qu'il l'a rasé, et il l'a rasé 2 fois. Donc ça, déjà, ça constitue un acte de torture. Il ne reconnaît pas avoir exercé des violences physiques sur elle. Or, des traces de coups ont été constatées lors de l'autopsie. Mais effectivement, ces faits-là, il ne les reconnaît pas. Il tente, en tout cas c'est le sentiment qu'on en a, de minimiser son rôle. Jean-Luc Caillez affirme qu'il n'a jamais frappé la victime. Selon lui, les traces de coups constatées au niveau de la tête d'Audrey proviennent uniquement de la chute de cette dernière lorsqu'il a ouvert la porte d'un violent coup d'épaule. Pour vérifier cette version, le juge d'instruction demande un complément d'information au médecin légiste. Les coups constatés sur la victime, au niveau du cuir chevelu, en particulier au niveau des 2 os temporaux et au niveau frontal, correspondent à des coups très violents donnés avec une grande force. Ce ne peut absolument pas être la résultante d'une simple chute de la victime. La victime est tombée en arrière et non pas en avant. L'instruction est terminée. Jean-Luc Caillez doit maintenant répondre de ses actes devant la cour d'assises de l'Essonne.
Le 14 mai 2008, son procès s'ouvre à Évry. On attend des débats qu'ils nous disent la vérité. Et c'est ce que demande la famille de la victime, c'est qu'enfin elle sache ce qui s'est passé et ce qu'il a fait à Audrey. Qu'il puisse le dire, qu'il puisse leur révéler ça. Depuis le début, il sait qu'il va être condamné à la peine maximum. Donc l'angoisse de Jean-Luc Caillès par rapport au procès, ce n'est pas la sanction. Il la connaît, je la connais. Et on ne plaidera pas du tout là-dessus. Ce qu'il veut, c'est qu'on lui reconnaisse tout simplement sa part d'humanité. Et qu'on ne le réduise pas à son acte ou à son crime, même si c'est la 3e fois qu'il commet ce crime. Dès le début de l'audience, la personnalité de l'accusé est au centre du procès. Lors des premières auditions de témoins, Jean-Luc Caillès crée un incident. Alors dès le début, Jean-Luc Caillès pose les bases de sa coopération à la cour d'assises, notamment lorsqu'on appelle les témoins et qu'on appelle sa mère. Sa mère entre en claudiquant dans la salle de la cour d'assises et là Jean-Luc Caillès se lève, lui ordonne de repartir, comme si c'était lui le président de la cour d'assises, parce que c'est lui qui mène les débats dans sa tête, et dit au président, si elle reste là, je vous préviens, je fous le bordel. Il dit que sa mère est malade, qu'elle est trop vieille et qu'elle n'a rien à voir avec son affaire, donc il ne veut pas qu'elle témoigne. Sinon, il va massacrer le bon déroulement du procès. C'était la réaction d'un homme qui protégeait sa mère. Maintenant, on peut l'interpréter comme on voudra. Je pense qu'il y a mis beaucoup de véhémence car il savait que le président pouvait passer outre sa position et qu'en manifestant sa violence verbale et son intention de ne plus participer au procès, il mettait toutes les chances de son côté pour faire en sorte que sa maman ne dépose pas. À la barre, les experts analysent la personnalité de Jean-Luc Caillès. Puis c'est au tour des enquêteurs de raconter leurs investigations. Sur le banc de la partie civile, la famille de la victime espère apprendre ce qu'a réellement enduré Audrey. Mais Jean-Luc Caillès ne livre toujours aucun détail concernant les conditions de la séquestration. Il va profiter du procès pour continuer à jouer avec la douleur de la famille. Et notamment, on le contraint à dire ce qu'il a fait sur Audrey et à dire ce qui s'est passé pendant ces longues heures qu'il a passées avec elle. Et il refuse systématiquement. Et puis à un moment, il dit « Bon, je vais vous dire, je voulais me taire, je ne voulais pas en parler à la famille, mais je vais vous le dire. Elle m'a dit, tu me fais penser à mon père. » Donc là, on est face à une explosion de la partie civile. La mère d'Audrey fond en larmes. Une de ses filles sort de la salle d'assises en hurlant. Dans le public même, il y a des huées qui montent. Et Audrey n'a pas pu dire une chose pareille. C'est indicible, c'est inadmissible de la part de Jean-Luc Caillès de dire ça. Et il sait qu'en lançant ça au moment de la cour d'assises, il va enfoncer le clou, il va enfoncer sa lame plus profond dans la plaie ouverte et il va faire encore plus mal. C'est ce qu'il vise, c'est ce qu'il cherche. Il est arrogant, il appuie ses mains sur la barre du box et prend à partie l'ensemble du public en disant « Bande de connards, vous ne comprenez rien, puisque c'est ça, je ne dirai plus rien ». Et il se rassoit dans le box. On ne veut pas l'écouter. C'est-à-dire que l'horreur de l'acte fait qu'il n'est même pas audible à l'audience. Et c'est évident que Caillès voulait dire par là elle a essayé de négocier. En gros, me fais pas l'imbécile, on se connaît, t'as l'âge de mon père, tu me rappelles mon père, tiens-toi tranquille. C'était vraisemblablement et manifestement une parole de négociation de cette jeune femme par rapport à la personne qui le tenait à sa merci. Lorsque l'on essaie de se mettre à la place de la victime, on imagine sans peine l'horreur qu'elle a dû vivre. Et ces heures qui ont dû lui paraître interminables, alors qu'elle devait effectivement se douter que la fin ne serait pas heureuse. Et de fait, ces moments qu'elle a passés dans la loge ont dû être véritablement des moments d'horreur, quoi.
Le 16 mai 2008, la cour d'assises a condamné Jean-Luc Caillez pour le meurtre et le viol avec acte de torture et de barbarie d'Audrey Joinet. Il purgera une peine de réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans. La peine la plus lourde du droit pénal français. Le coupable n'a pas fait appel de cette décision.